Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour examiner la proposition de loi dont je suis l'auteur et qui vise à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Avant de préciser les ambitions et les dispositifs de cette proposition de loi, je souhaite adresser quelques remerciements. Merci tout d'abord au président Mattei et à l'ensemble de mes collègues du groupe démocrate, dont le large soutien a conduit à inscrire ce texte au sein de notre niche parlementaire. Le groupe démocrate rappelle ainsi clairement son attachement viscéral au principe de la justice fiscale et tout autant à une lutte sans merci contre toutes les formes de violence intrafamiliale. Il s'agit aussi de rappeler à quel point la sécurité des biens et des personnes est une protection fondamentale due par la République à l'ensemble de nos concitoyens. L'accès à la première maxime de notre fronton républicain, la liberté, exige cela pour chacune, pour chacun. C'est aussi une bonne manière de nous rappeler qu'il est essentiel de placer au cœur de tout projet la personne humaine et son épanouissement. Lorsque ce double principe constitue le socle de toutes les valeurs avec lesquelles on fait société, on est clairement dans l'humanisme. Et l'humanisme est à la fois l'héritage et la colonne vertébrale du projet que porte le mouvement démocrate. Merci surtout à ma collègue Perrine Goulet. Elle a accepté de me remplacer dans le rôle de rapporteur de ce texte du fait de la survenue d'un problème de santé et d'une période de convalescence qui m'ont empêché ma présence à Paris durant le mois de décembre. Chère Perrine, je te remercie chaleureusement pour l'enthousiasme avec lequel tu as relevé ce défi par ce travail de grande qualité que tu as conduit pour faire cheminer le texte en commission afin de l'améliorer et d'en faire grandir la pertinence. Finalement, le hasard fait bien les choses et j'en suis heureux puisqu'à travers toi, c'est une femme et de surcroît présidente de la délégation des droits de l'enfant qui défendra aujourd'hui un texte destiné à la sphère familiale et tout autant à la cause féminine. Mes remerciements s'adressent également à Raphaël Gégou, administratrice de la Commission des lois, dont l'utilité s'est avérée essentielle pour aborder la complexité du droit matrimonial et fiscal. Le travail en commission me conduit enfin à dire merci à l'ensemble des collègues de la Commission des lois, toutes familles politiques confondues. En suivant les débats et les contributions, j'ai noté la volonté unanimement partagée de contribuer activement à ce que cette proposition de loi puisse véritablement tenir ses promesses. En effet, ce texte d'apparence technique est certes un petit texte, mais indiscutablement ouvre la voie à de grandes avancées. Il vise à mettre fin à plusieurs injustices qui ne sont pas traitées par notre droit matrimonial et fiscal. À travers le premier volet de ce texte, nous souhaitons exclure de tout avantage matrimonial la personne coupable du meurtre de son conjoint. Certes, le droit des successions, des donations ou encore des assurances-vie comporte des mécanismes d'exclusion des personnes ayant attenté à la vie de la personne décédée. Cette situation relève du bon sens. Il est inconcevable d'imaginer que l'on puisse recevoir de celui ou celle que l'on a tué. Cependant, aucun dispositif de ce type n'est prévu en matière de droit matrimonial. Rappelons qu'à l'approche de la retraite, de nombreux Français adoptent les avantages matrimoniaux que sont la communauté universelle et l'attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. Dans ces cas précis, lorsque survient le décès, le droit des successions ne s'applique pas. Il est écarté par l'application prioritaire du droit matrimonial, dont les règles sont telles que la plupart des biens reviennent alors intégralement aux survivants, même coupables de conjugicide. Incroyable, je dirais même déplorable, mais vrai. Voilà comment aujourd'hui en France, un meurtrier peut recevoir intégralement le patrimoine de sa victime et léser ses héritiers. Avec le groupe MoDem, nous proposons donc de faire évoluer le Code civil afin que les avantages matrimoniaux puissent être révoqués de plein droit en cas de condamnation pour conjugicide. Selon l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2022, en moyenne, un meurtre conjugal est enregistré tous les 2 jours et demi.
plus de 80% des victimes sont des femmes. Il est évident que la première des luttes doit être d'empêcher toute violence intrafamiliale, en améliorant la prévention, l'accompagnement des victimes de violences, l'amélioration du dépôt de plainte et le renforcement du suivi des auteurs de ces violences. Grâce à la mobilisation de l'opinion publique permise par les actions des nombreux mouvements associatifs et depuis le Grenelle sur les violences conjugales de 2019, les textes réglementaires et législatifs continuent de faire avancer ce combat nécessaire porté par le gouvernement et la majorité et que nous avons le devoir de poursuivre tous avec une détermination sans faille. Cette proposition de loi s'inscrit dans cette lignée. Elle fera en sorte que les auteurs de violences ne puissent plus s'enrichir par leurs crimes et soient déchus de tout avantage matrimonial. Ainsi, on répare une injustice et on met un terme à ce terrible effet de double peine qui supprimera enfin toute prime au crime. Le deuxième volet de cette proposition de loi a pour objectif de préserver les intérêts des ex-conjoints dans le cas de fraude fiscale faite à leur insu. La solidarité fiscale entre pacsés ou époux entraîne une solidarité des dettes contractées durant la période de vie commune. Ainsi, lorsque des fraudes fiscales ont été commises par un des époux, si celui-ci a organisé son insolvabilité, l'administration peut se tourner vers l'autre partenaire et lui demander, même en cas de divorce ou de séparation, de régler l'intégralité des dettes de l'époux fraudeur. Les personnes concernées par cette situation sont là aussi à plus de 80% des femmes, dont la situation financière est bien souvent déjà dégradée par la séparation. Cette solidarité les oblige la plupart du temps à se séparer de l'intégralité de leurs biens et les plonge de fait dans une grande précarité. L'État s'est penché sur ce problème en créant, dans la loi de finances pour 2008, la décharge de solidarité fiscale. Cependant, force est de constater que cette décharge reste très compliquée à obtenir. Notre texte vise donc à permettre de libérer de l'obligation de solidarité fiscale les ex-conjoints n'ayant pas été complices de fraude fiscale, et ainsi à ne pas faire peser un fardeau financier injuste sur des personnes de bonne foi. Les préoccupations sociétales du monde d'aujourd'hui ont érigé à raison le combat contre les violences intrafamiliales en priorité nationale. Ce que nous rappelle ce texte, c'est qu'au drame des violences physiques se rajoutent des violences économiques et fiscales qui impactent particulièrement les femmes par la vulnérabilité et la dépendance dans lesquelles elles les plongent. La moralité, dans l'exercice de la responsabilité publique, implique de poursuivre sans relâche toutes ces injustices. Dans cette société de liberté dans laquelle nous nous reconnaissons et qui chérit les grandes valeurs républicaines, notre devoir de législateur est de veiller à ce qu'elles soient respectées partout, y compris dans le périmètre intime de la famille, où peut malheureusement se produire l'inacceptable. La force de la République est son unité. Celle-ci s'est exprimée en commission des lois mercredi dernier par un soutien unanime de l'ensemble des députés des différents groupes politiques que je tiens chaleureusement à remercier encore. La justice patrimoniale et fiscale au sein de la famille que porte ce texte servira cette France juste que nous voulons tous. Aussi, je suis persuadé que cet objectif majeur saura créer au sein de notre hémicycle les conditions d'un débat efficace pour l'adoption de ces mesures nécessaires. Je vous remercie.